Salut tout le monde et bienvenue dans ce speech drawing un peu spécial car il ouvre le bal d'un mois spécial Star Wars. Oui, parce que je suis plutôt content du retour des sabres laser et des batailles spatiales. Durant cette vidéo, nous allons parler de Dark Vador. Et puisqu'il s'agit d'un gros morceau, je vous propose de commencer maintenant. Pour ce qui est des adaptations, je ne vais parler que de Vador et non de son alter ego Anakin Skywalker. Il est présent dans 4 films sur 6, son casque est déjà présent dans The Force Awakens et l'avenir nous dira s'il apparaîtra dans les prochains spin-offs. Il apparaît aussi dans la série animée Star Wars Rebels. Et c'est intéressant parce que dans cette histoire, il y a un combat entre le héros et Vador. Et alors que l'on pouvait s'attendre à un combat ultra rapide et punchy comme nous sommes habitués depuis la prélogie, les créateurs ont décidé de faire un Vador lent comme dans l'épisode 4. Mais de lui mettre en outre une puissance exceptionnelle et ça donne une prestance au personnage qui est juste parfaite. Il est aussi dans les jeux vidéo Star Wars, autant dans le pouvoir de la Force 1, le pouvoir de la Force 2 ou dans les jeux Battlefront. Il y a aussi les comics Star Wars. Bon, le truc c'est qu'il y en a tellement que si je décide de tous vous les citer, la vidéo va durer 1 heure. Mais je ne peux que vous conseiller d'aller les lire. Souvent, ça raconte l'histoire entre le 3 et le 4. Et ça montre un Vador qui apprend à ne plus être le guerrier qu'il était mais à faire de la politique, à travailler en soins. Si jamais ça vous intéresse et que vous voulez en savoir plus sur les comics Star Wars, allez faire un tour chez les copains. L'histoire de Vador débute sur Tatooine, une planète désertique qui ferait pâlir de jalousie notre Sahara terrien. Bon, le truc, c'est qu'il n'est pas encore le seigneur Sith ultra robotique que l'on connaît, mais un jeune esclave d'une dizaine d'années, plutôt doué pour la mécanique et pour les courses de modules. La vie du petit Anakin n'est pas toute rose. Il vit avec sa mère, elle aussi une esclave, tous deux appartenant à un dénommé Wattu, un revendeur du coin. Mais Anakin va faire une rencontre qui va changer sa vie. Une rencontre avec Qui-Gon Jinn, un maître Jedi en mission. Après quelques aventures, Qui-Gon découvre que la force est puissante en Anakin et qu'il a le potentiel pour devenir un maître Jedi. Il décide donc de sauver l'enfant de l'esclavage et de l'emmener au sein de la République afin qu'il soit formé à l'utilisation de la force. Mais lors d'un combat contre un certain Dark Maul, un Sith à la solde d'un obscur personnage traitant dans l'ombre appelé Dark Sidious, Qui-Gon Jinn périt et c'est alors son propre apprenti, un homme appelé Obi-Wan Kenobi, qui décide de prendre Anakin comme disciple. Voilà, tout ça c'était le résumé de ce qui se passe pour Anakin dans l'épisode 1. Plus que 5. Dans l'épisode 2, on retrouve Anakin et Obi-Wan une bonne dizaine d'années plus tard. Anakin est en passe de devenir un très bon chevalier Jedi, mais il est indiscipliné et présomptueux. Les deux choses marquantes pour lui dans cet épisode, c'est le fait qu'il tombe amoureux d'une certaine Padmé Amidala, avec laquelle il se mariera, ce qui est expressément interdit par l'ordre Jedi. Et la seconde chose marquante, c'est son retour sur Tatooine, sa planète natale, pour y voir sa mère qu'il n'avait plus revue depuis son départ avec Qui-Gon. Mais une fois arrivé, il apprend qu'elle s'est faite capturer par des hommes des sables. En somme, des bandits du désert. Quand Anakin part à sa recherche, il sait qu'il n'a que peu de chances de la retrouver en vie. Et une fois arrivé dans le camp, il découvre que sa mère est retenue en otage. Elle est assez forte pour ne pas sombrer, mais plus assez pour ne serait-ce que bouger. Et c'est dans les bras de son fils qu'elle laisse échapper son dernier souffle. À ce moment précis, aveuglé par la perte de sa mère, en colère et rempli de haine envers ses assassins, Anakin cède et décide de faire un génocide. Il tue tout le monde. Hommes, femmes, enfants, même les klebs. Personne ne s'en sort. À ce moment-là, Anakin fit le premier pas vers le côté obscur. Mais c'est dans l'épisode 3 que tout se joue et qu'il sombre vraiment. Dans l'épisode 3, la galaxie est en guerre. D'un côté, la République, menée par les Jedi et surtout le chancelier suprême Palpatine. De l'autre, les séparatistes, organisés et dirigés en sous-main par le seigneur Sith Dark Sidious. En tant que Jedi, Anakin est désormais considéré comme général de guerre. Et sa réputation de grand guerrier est faite. Ce qui va être déterminant pour la suite, c'est qu'Anakin commence à discerner le futur en rêve. Et ce qu'il y voit n'est pas réjouissant. Notamment la mort de sa femme Padmé, qui est désormais enceinte. Ne pouvant réellement parler de ses craintes de la perdre Jedi car son mariage étant secret, il risquerait d'être exclu de l'ordre. Il se rapproche ainsi encore un peu plus du chancelier Palpatine, car non seulement celui-ci lui fait confiance, mais il semble également voir en lui un gros potentiel qu'il est le seul à discerner. Mais la vérité, c'est que le chancelier Palpatine n'est autre que Dark Sidious. Son but étant de créer le trouble dans la galaxie afin de créer un empire galactique. Et ses ambitions pour Anakin sont d'en faire son bras armé afin de détruire les Jedi de l'intérieur. Dark Sidious va donc utiliser la peur d'Anakin de perdre sa femme afin de le faire sombrer du côté obscur, lui expliquant
que seule cette partie de la Force a le pouvoir de sauver Padmé. Et par cette subtile manipulation, Dark Sidious réussit à retourner l'esprit d'Anakin, qui pour signifier sa nouvelle appartenance au côté obscur de la Force, change de nom. Il devient Dark Vador, parce que ouais, dans Star Wars, quand tu deviens un bad guy, tu changes de blaze. À partir de là, Sidious donne l'ordre 66. Et Vador mène les troupes de Palpatine à l'intérieur du temple Jedi pour un nouveau massacre. Là aussi, Vador tue hommes, femmes, enfants, sauf que là, il ne s'agit plus de bandits, mais de Jedi. Après ça, Vador part en mission sur Mustafar, une planète volcanique, pour perpétuer un nouveau massacre. Ouais, le mec est parti sur sa lancée, ce serait impoli de s'arrêter. Avant de continuer, il est temps de faire le point pour ceux qui n'ont jamais vu Star Wars. À cette partie de l'histoire, Anakin a certes changé de nom pour devenir Dark Vador, mais il est encore bien humain, il n'est pas la machine que l'on connaît. Comment est-ce arrivé? On va le voir maintenant. Vador est sur Mustafar. Il attend les nouveaux ordres de son maître. Quand arrive Padmé, inquiète au sujet de son mari. Car entre-temps, Obi-Wan est venu la voir pour lui dire qu'Anakin a sombré du côté obscur. Elle ne peut évidemment pas le croire, et il est devenu haineux. Et il parle de la galaxie comme de son nouvel empire. Effrayée, elle commence à mettre Vador en colère. Et celui-ci pète littéralement un câble quand il se rend compte que Padmé n'est pas venu seul sur Mustafar. Obi-Wan, s'étant caché dans le vaisseau, il est désormais venu dans le but d'arrêter son ancien apprenti. Celui qu'il avait considéré depuis des années comme son frère. Le combat entre les deux est titanesque et impressionnant, mais se solde par la défaite de Vador. Obi-Wan, en pleurs, laisse un Vador brûler vif, les bras et les jambes coupés et ainsi incapable de se relever. Et Obi-Wan part de la planète emmenant une Padmé inconsciente avec lui. Et avant de se laisser mourir, Padmé donnera naissance à 2 enfants, Luke et Leia. De son côté, Dark Sidious retrouve sur Mustafar un Anakin carbonisé, mais toujours en vie. D'urgence, il doit lui greffer toute l'armure que l'on connaît afin qu'il survive. Et à partir de ce moment-là, Dark Vador est vraiment né. Croyant avoir tué sa femme, il embrasse désormais entièrement son rôle de Seigneur Sith et de leader du nouvel empire galactique. La suite est un peu plus rapide à expliquer. Après 20 ans, Luke, son fils dont il ignorait même l'existence, apprend à utiliser la Force et devient ainsi le dernier Jedi. Et c'est lors d'un combat entre Dark Sidious et Luke que Vador fait un dernier pas vers la lumière. Trahissant l'empereur, il se sacrifie pour sauver son fils et mettre fin ainsi à l'empire qu'il avait en partie créé. Vador est intéressant à analyser d'un point de vue graphique, car que l'on aime ou que l'on n'aime pas Star Wars, le design de Vador reste dans les mémoires. Et il est d'autant plus fascinant que l'on ne sait pas vraiment d'où il vient, car Ralph McQuarrie, le concepteur visuel de la Guerre des Étoiles, est toujours resté assez discret sur ses influences. Mais cela ne va pas nous empêcher d'analyser et de trouver des théories. Pour le corps, Ralph se serait inspiré de tenues de samouraï. Et je trouve ça super intéressant, car une petite dimension spirituelle chez les samouraïs. Et avec la couleur noire, d'une certaine façon, Vador peut être vu comme un guerrier manipulant une spiritualité maléfique et obscure. La cape permet bien sûr de donner ce côté grandiloquent et princier, car au final, très peu de personnes de la trilogie portent une cape. Et à chaque fois, ce sont des personnages de haut rang, c'est une sorte d'indice visuel pour prouver la supériorité du Seigneur Sith. Et on en vient assez rapidement au casque, clairement l'élément le plus énigmatique du costume. Je vais vous présenter 2 théories, et ensuite à vous de faire votre marché. La première hypothèse consiste à comparer son casque à celui d'un samouraï. La ressemblance entre les deux est indéniable. Et puis si on part du principe que McQuarrie s'était déjà inspiré des tenues de samouraï pour le corps, je vois pas pourquoi il faudrait aller chercher plus loin. Mais j'aime pas m'arrêter. Alors on va chercher plus loin. Une autre théorie part de cette affiche représentant un soldat nazi. Beaucoup disent que c'est cette image qui a influencé le designer. Personnellement j'adore cette théorie mais vous comprendrez plus tard. Le seul bémol à cette hypothèse, ce sont les 2 petites cornes sur le crâne du soldat, qui ne sont pas sur le casque de Vador. Du moins, plus maintenant. Car voici un croquis préliminaire pour Vador dessiné par Ralph McQuarrie. Et comme vous pouvez le voir, il y a les 2 petites cornes, donc ça pose le doute. Mais en soi, je crois que l'on aurait tort de choisir l'une ou l'autre de ces théories. Après tout, qu'est-ce qui pouvait l'empêcher de faire un mix? Ce que j'adore dans le fantastique, c'est que même si à ce côté grand public, spectacle et féerique, c'est que ça dit de vraies choses. Ça traite de thèmes graves, importants, sans être pompeux. Par exemple, quand Romero fait un film de zombies, en sous-main, il parle de la société américaine, de son repli sur elle-même. De la même manière, quand Spielberg fait Jurassic Park, ok, il parle de dinosaures, mais l'histoire traite surtout de la volonté de l'homme à toujours aller plus loin et sa soif de tout contrôler de manière présomptueuse, se croyant au-dessus des lois de la nature. Entre autres sujets, Star Wars parle surtout du totalitarisme et des régimes dictatoriaux. En effet,
L'empire de la trilogie originelle est basé sur le régime d'un petit moustachu teigneux, et cela se voit particulièrement sur les uniformes des lieutenants de l'Empire, calqués sur des tenues nazies. De la même manière, la prélogie nous raconte comment un tel régime se met en place, et nous montre qu'en temps de guerre, la masse a tendance à se resserrer autour d'une figure de leader, lui accordant trop de pouvoir et acceptant une restriction de ses libertés si ça peut garantir sa sécurité. Le seul souci, c'est que lorsque la guerre est finie, le mec a goûté à la crème du pouvoir. Du coup, il veut garder tout le gâteau pour lui et c'est comme ça qu'une république tombe dans la dictature. Et Vador dans tout ça, hein? C'est quoi son rôle? À mon avis, c'est juste une autre putain de victime de l'Empire. Selon moi, Vador est le symbole d'une personne qui se fait tout simplement laver le cerveau par des partis, des groupes, des sectes, bref, tout ce que vous voulez, pour des idéologies qui craignent sévère. Toujours selon moi, dans la grande majorité des cas, l'homme n'est bon, mais il n'est corruptible. Et il pourra faire des choses terribles en pensant faire le bien. Les régimes fascistes et les sectes sont basés là-dessus. C'est chaud à dire, mais dans leur esprit, les nazis pensaient faire le bien. C'est hyper effrayant. De cette même manière, Anakin n'est bon. Il veut devenir Jedi pour sauver la veuve et l'orphelin. Sur ce point, je pense que l'on est d'accord. Il y a différents moyens de manipuler quelqu'un mentalement. Bon, je suis pas expert sur le sujet, mais en gros, ça peut se diviser en 4 phases. D'abord, il y a la séduction. Ensuite, il y a l'isolement, après la culpabilité et enfin l'embrigadement. Par exemple, si vous rentrez dans une secte, dans un premier temps, vous allez peut-être être séduit par un leader charismatique. Ensuite, ce leader va volontairement vous isoler de vos proches, de vos amis qui pourraient vous prévenir que vous virez du côté obscur. Ensuite, par de petits pics, il va vous faire culpabiliser sur votre comportement, en vous disant par exemple que si vous ne faites pas telle action à la limite de la morale, quelqu'un d'autre va hélas en payer le prix, et ce sera de votre faute. L'idée étant de vous faire culpabiliser et de créer le doute en vous. Et à partir de là, il vous embrigade, car vous rejetez ce qui vous avait été alors inculqué, et que vous êtes à la recherche d'un nouveau mode de vie, de pensée, etc. C'est exactement ce que fait Palpatine avec Anakin. Il le séduit en devenant un confident et d'une certaine manière une inspiration. Ensuite, il l'isole des autres Jedi, lui disant qu'il a l'impression que l'ordre le sous-estime, en ne lui confiant aucune mission à sa hauteur. Anakin voit alors naître en lui un doute face au sien et il s'en détache de plus en plus. Après, il le fait culpabiliser, le faisant subtilement comprendre que jamais il ne pourra sauver sa femme, en étant un Jedi, car en embrassant le côté obscur, là, il en aurait le pouvoir. À ce moment-là, Anakin a suffisamment de troubles en lui pour être cueilli et embrigadé. Il ne suffit que d'un élément déclencheur pour qu'il sombre. Par exemple, pour un Jedi, la personne qui lui a jamais fait confiance, s'apprêtant à tuer Palpatine, la personne qui l'a toujours soutenu et qui possède seul le pouvoir de sauver sa femme. Voilà pour mon avis sur Vador. Selon moi, il est à l'image de Star Wars, bien plus complet qu'on l'imagine. Et il représente, par son histoire et son design, des sujets complexes et obscurs. Sur ce, si vous avez aimé, surtout n'hésitez pas à creuser le sujet, lisez des comics, matez des films, regardez des animés. Quant à moi, je vous dis à une prochaine vidéo. Allez, gros bisous!